plus je demande, moins je reçois. La solution, ce n'est pas de résister, parce que plus on résiste, et plus ça persiste. Donc l'invitation, c'est que vous embrassiez ce qui se présente. Parce que tout ce que l'on embrasse s'efface et révèle l'espace que nous sommes, dans lequel il n'y a aucune trace. Cet espace a toujours été là. Oui, donc j'ai bien compris et très complètement admis cette phrase que tu as dite en introduction, plus je demande et moins je reçois. Moi je la vis plutôt à l'envers, moins je demande et plus je reçois, mais bon, c'est... Oui, ça marche aussi. Ça marche aussi. Moi je voulais réagir par rapport à ce que tu disais sur le fait d'être plus dans l'acceptation de ce qui arrive et d'ouvrir finalement notre espace à ce qui arrive, et puis finalement d'éviter de changer de partenaire quand ça va pas, quand on se lasse, etc. Il y a quand même des cas où il faut se soustraire. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, on ne peut pas tout accepter. Non. L'invitation, il ne s'agit pas du tout de... Dans ce que j'appelle l'acceptation, c'est l'acceptation de ce qui est. Oui, mais quand ce qui est n'est pas... Si ce qui est de partir, c'est ce qui est aussi. Je dis juste que le premier réflexe ne devrait pas être se tourner vers la demande extérieure, ça devrait être de sentir. Parce que lorsque vous faites complètement l'unité avec le malaise qui monte, ça va être une occasion de reconnaître que ce malaise, cette irritation, ce stress, au final est une expression de toi. Ça va te ramener à la présence. C'est une pratique spirituelle à laquelle j'invite. Et cela, bien sûr, n'exclut pas du tout le fait qu'on quitte quelqu'un. Bien sûr, si quelqu'un ne vous respecte pas psychologiquement, physiquement, sexuellement, oui, partez. Mais on part et on ressent tout ce qui est monté. L'invitation, c'est toujours de sentir. Pas du tout... Il n'y a pas ici de morale, il n'y a pas de table de loi de comment agir. Chacun va trouver l'action qui lui convient en fonction de ses idiosyncrasies, en fonction de... Mais la première invitation, c'est toujours de ramener l'attention vers ce que vous sentez, vers ce qui est ressenti. De sentir en fait. Et pas de commencer à penser. Je dirais c'est d'être honnête. Moi je définis l'honnêteté comme le fait de sentir tout simplement ce qui est là. Si je te demande qu'est-ce que tu sens et que cette question génère chez toi une spéculation intellectuelle à propos de ce que tu devrais sentir, compte tenu de ce pourquoi tu te prends, tu vois, à tous les niveaux, de ton niveau spirituel, de ton niveau intellectuel, voilà, je suis comme ça, alors je devrais sentir ça, alors c'est être malhonnête. Être honnête, ce serait simplement, si je te demande de sentir, ben tu sens, tu te mets à sentir. Tu te mets à faire une expérience directe, sans la pensée. Voilà. Et cela n'exige pas qu'on en ait complètement fini avec la pensée, qu'on ne peut pas écrire des articles et pas tirer ensuite des leçons par écrit ou à l'oral ou en pensée par rapport à ce qui s'est passé. Mais d'abord revenir à la sensation, ça c'est l'invitation. Parce que sinon, c'est la fuite dans la pensée ou dans le changement... comme on dit, on voit toujours, si on ne fait pas ce retournement vers le senti directement,
On va croire que la solution se trouve quelque part dans la géographie, dans le temps, dans le mental. Or, ça ne se trouve jamais là. Bien sûr que sur un plan relatif, quand on est en danger, on lutte physiquement ou on prend les jambes à son cou. Est-ce que c'est clair, l'invitation? Oui, oui. Oui, je comprends. Parce que quand tu dis, par exemple, quand tu dis amor fati, ça peut paraître finalement un peu ambigu de savoir s'il faut tout accepter. Alors je précise que amor fati, c'était une façon que Nietzsche, que j'ai beaucoup étudié à une époque en philosophie, il signait comme ça. J'ai trouvé ça très beau et ça veut dire en gros amour du destin, amour de ce qui est, amour, voilà. Il y a un rapport avec ce que tu viens de dire sur l'acceptation d'une situation. Oui. C'est-à-dire que l'acceptation dont je parle n'est pas l'acceptation de quelqu'un qui pourrait accepter ou refuser. L'acceptation dont je parle, c'est celle de la présence, c'est celle de votre vraie nature. Parce que notre vraie nature, le soi, a déjà accepté ce qui est en train de se produire, puisque le soi précède toute expression. L'eau n'a pas les moyens de refuser d'être une vague particulière ou une autre vague, préférer certaines ou autres. Toutes les vagues sont faites de la même eau. Comment ça résonne, ça? Très bien, oui, oui. C'est pas quelque chose. Accepter, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. C'est ce que l'on est. En fait, on agit. Pardon? On agit quand même dans la matière. Le corps agit. Oui, le corps est actif, le mental est actif, le monde est actif. Toi, tu es totalement passif. T'as jamais bougé d'un iota. Tu n'es pas né. La présence consciente qui entend tous ces mots, qui sent toutes ces sensations, qui voit toutes ces couleurs, qui hume tous ces parfums, tous ces goûts, dans laquelle apparaissent et disparaissent toutes ces pensées. Cette présence ne prend pas parti, ne commente pas. Et même tout ce qui surgit est une émanation de cette conscience. Tout ce qui surgit dans l'instant est imprégné, habité par cette présence. Il n'y a absolument rien qui ne soit pas une expression de cette présence. Quand tu ramènes l'attention vers l'apparent je en toi, et que tu découvres que ce je que tu croyais être, qui semblait faire des choses, espérer des choses, dire des choses, commenter, ce je qui semble être l'acteur et l'auteur des pensées, que ce je n'est en fait qu'un ramassis de pensées, plus ou moins avec un semblant d'ordonnancement, de cohérence, des actions qui ont une apparence de cohérence et une apparence de causalité, mais ce ne sont que des apparitions-disparitions. Quand s'entr'ouvre le véritable je, le soi, tu réalises que tout ce qui est perçu, l'univers entier est une expression de ce soi. Tout est imprégné de cette présence. Et le premier pas à faire pour le réaliser, c'est soit de ramener l'attention à sa source et découvrir que l'apparent sujet
moi, Dan, moi qui fais, moi qui semble dire, moi qui semble choisir, moi qui semble chanter à l'opéra, faire des certains. Tout ça, ce ne sont que des apparitions de disparition. C'est découvrir le vide en soi, une vacuité qui est en amont des définitions, avant toute perception. Premier geste, et ensuite, quand tu te poses dans ta vraie nature, tu te déposes, quand le mental se dépose dans sa vraie nature, dans le silence. Là, tout d'un coup, tôt ou tard, toute chose, perception, va être reconnue à 0 centimètre de cette conscience, comme une expression. Comme la vague n'est pas séparée de l'eau. Je ne sais pas si tu connais Rumi. Tu connais Rumi? Oui. C'est un poète persan. Il avait cette phrase, je ne me souviens pas exactement, mais il parlait de la quête. Hein. Il disait, comment il disait déjà, je t'ai cherché à la lisière de la folie. J'ai tellement ardemment désiré te trouver. J'ai frappé à la porte désespérément. Un jour, la porte s'est ouverte et je me suis rendu compte que je frappais de l'intérieur. C'est pour ça qu'on ne peut pas chercher l'éveil. On ne peut chercher que le non-éveil. On entend de ci, de là, je cherche l'éveil. Cherche. Cherche. Et en même temps, bien sûr, c'est un paradoxe incroyable. Il semble que ça se joue ainsi. Il faut passer par en général, par cette recherche. Pour certains bienheureux, certains élus, comme Ramana Maharshi, ça a duré une demi-heure. Il a eu une NDE, là. En anglais on dit Near Death Experience, comment on dit en français? Une EMI, une expérience de mort imminente. Voilà, c'est ça, une expérience de mort imminente. Et il a réalisé qu'il ne pouvait pas mourir, qu'il était éternel, qu'il n'était pas le corps et l'esprit. Et pour la plupart des gens, ça dure un peu plus qu'une demi-heure, mais sait-on jamais? Ah là, au moment d'ouvrir la porte, même si on a frappé désespérément dessus, et qu'il y a toute une histoire autour, au moment où elle s'ouvre, on réalise qu'on frappait de l'intérieur. C'est mystérieux. C'est mystérieux, c'est comme cette histoire magnifique du fils prodigue, fils prodigue dans la Bible, hein, qui demande sa part d'héritage et quitte le père et la maison et va dilapider la fortune familiale et ne prend plus contact avec son père et se retrouve isolé, abandonné. Voilà, il passe par plein de jouissances et tout. Et il se retrouve complètement fauché, en faillite.
Et au fond, après un long voyage, il retourne à la maison. Et le père, qui a un autre fils, qui lui est resté à la maison, qui a fait tout ce qu'il fallait, il accueille ce fils avec peut-être encore plus d'amour que pour le premier. Et ça semble très injuste. Mais on pourrait prendre ça pour le symbole de la recherche. À un moment donné, la recherche s'épuise et le mental reflue dans sa source. Et la paix qui avait toujours été là est réalisée. Donc parfois, cette recherche, il faut frapper beaucoup sur la porte, jusqu'à se faire saigner les articulations. Pour d'autres, on frappe et hop, il n'y a pas de porte. Enfin, c'est assez rare. Dans la tradition zen, on parle de la porte sans porte. Au départ, il semble qu'il y ait une porte, et puis quand on l'a franchie, on voit qu'il n'y avait pas eu de porte. Comment ça résonne pour toi ? Disons que j'ai l'impression que de temps en temps, la porte s'entrouvre, mais elle ne reste pas ouverte très longtemps. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une demande ? Parce que c'était ça la thématique. Tu étais bien d'accord avec cette thématique, plus je demande, moins je reçois. Ah oui. Eh oui. Revenons à nos moutons. Oui. Le mouton noir aussi. Effectivement, la porte s'est entrouverte à chaque fois, à des moments où je ne demandais pas, où je ne m'y attendais pas. D'accord. Alors maintenant, il y a une demande, là, en ce moment. Parce que la façon dont tu t'exprimes laisse penser que la porte n'est pas ouverte là, complètement. J'ai l'impression que, oui, elle est un peu entrebâillée. Voilà, donc elle n'est pas ouverte. Tu sais, la porte, elle est... alors ça, c'est... Il n'y a pas de coup-ci, coup-ça. Hein. C'est soit elle est ouverte, soit elle est fermée. Elle n'est pas entrebâillée, soit tu vois pas. Alors, j'arrive à voir... Donc là, il faut être honnête. Maintenant, oui. Et donc, pour repérer tout désir d'autre chose que ce qui est là maintenant, je pose souvent cette question. Tout irait très bien si seulement. Ouais. Parce que s'il y a une réponse à donner à cette question, très perverse, je vous l'accorde, s'il y a une réponse, c'est que vous croyez que la paix et la plénitude de votre vraie nature est conditionnée par quelque chose dans le temps et dans l'espace. Que quelque chose sera mieux, plus en paix, plus en plénitude, plus tard que maintenant et ailleurs qu'ici. Mais par contre, si tu es honnête et tu réponds honnêtement, ensuite on va pouvoir investiguer et revenir à la source à partir de l'impression de fermeture ou d'entrebâillement. Donc tout irait très bien si seulement. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de participer à un satsang où j'ai répondu à cette question avec toi. Et je suis arrivée finalement, tu es arrivé à me montrer que tout allait très bien. Voilà. Oui, mais ça c'est la mémoire qui te dit ça. Oui. L'investigation, elle doit être faite à chaque instant qu'il y a un entrebâillement de porte. Tu comprends ? Tant que la porte n'est pas ouverte, tu dois investiguer. Enfin, tu dois. C'est l'invitation. Parce que si elle n'est pas ouverte, c'est que tu crois quelque chose qui n'est pas vrai. Ce n'est pas possible que la porte soit entrebâillée. Ce n'est pas vrai, je le sais. Et c'est parce que je le sais
c'est notre vraie nature, qu'il n'y a pas de porte, que j'ai envie de le partager avec vous. Mais à chaque fois, nous allons investiguer par contre. Mais c'est pas parce que tu as vécu ça une fois. Moi, avant que ça devienne évident, j'ai investigué des centaines de fois, voire des milliers de fois, cette question-là. Mais pas tout sur Ramana Maharshi. Lui, il a investigué une demi-heure, et puis c'était fait. Voilà. Comme ça. Mais nous, voilà. Donc, qu'est-ce que tu as envie d'investiguer? Tu vois, là, je te pose la question et tu me réponds, oui, mais une fois j'ai fait ça et tu m'as montré que. Ça, c'est répondre intellectuellement à la question, qu'est-ce que tu ressens? Moi, j'ai besoin, j'ai envie, j'ai l'élan de partager avec vous le senti direct. Quand tu réponds comme ça, tu donnes une réponse mentale, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais. C'est procrastination spirituelle. C'est être malhonnête. C'est ce que j'ai défini la malhonnêteté. Je te dis ça avec beaucoup d'amour. On fait ce qu'on peut. Mais tu vois, ce détournement-là, il faut le voir, ça. Il faut le voir. Il n'y a personne de malhonnête. Il n'y a personne. Mais il faut voir ce mouvement de protection du mental. Tu vois? Oui, l'année dernière, j'ai entrebâillé la porte de 3 cm. J'ai vu quelques rayons de lumière. Non, c'est maintenant. Ça se joue maintenant. Là. Là. Toujours. Donc, pour ceux qui veulent jouer, de ceux qui sont prêts, j'ai dit qu'il faut beaucoup de courage, beaucoup d'authenticité. Mais le véritable éveil, il est à ce prix. Il faut spiritualiser l'ombre. Il faut spiritualiser les angles morts. Mes désirs inavouables, mes peurs inavouables. Alors, rassure-toi, tu n'es pas obligé de dire en mots, de formuler en mots la phrase. Tu peux dire une phrase, A, par exemple, si tu ne veux pas dire ce que c'est. D'accord? Parce que ici, le fil d'Ariane, pour arriver à la vérité, c'est le ressenti. Donc l'important, c'est que tu saches ce à quoi tu penses, que tu mettes l'attention sur la sensation, l'impression et la pensée. D'accord? Donc tout irait très bien si seulement, tu peux donc dire si seulement A, et après tu me laisses te guider dans cette investigation. Si tu ne veux pas dire ce que c'est. Et c'est ok. Non, c'est pas la question de ne pas dire ce qui ne va pas, c'est pas cette question-là. Moi, je pourrais répondre, par exemple, tout irait très bien si je vivais dans l'instant un ressenti tel que ce dont je me souviens quand j'ai eu cette expérience très particulière, quand je suis disparue à moi-même en mangeant une pêche. Oui, voilà. Très bien. Alors, très bien. Alors, je vais te reformuler la phrase, d'accord? Pour faire surgir ce qui est là, derrière cet espoir. Alors, ressens que de tout ton cœur, tu voudrais revivre cet instant de présence et en continu, et que tu as vécu en disparaissant lorsque tu as mangé la pêche, mais que tu ne peux pas, parce que c'est pas là. Donc sens ce que ça fait, que de tout ton cœur, vouloir vivre cette présence que tu as goûtée, mais de ne pas pouvoir le vivre.
C'est une frustration, c'est comme une... Très bien, on commence, ça chauffe. Laisse venir ça. La frustration, c'est la réalité. Le blabla, je voudrais vivre, c'est l'espoir. Si tu continues à chevaucher les ailes de l'espoir, les pensées, tu fuis la sensation de frustration, tu demandes, alors que c'est la frustration ton cadeau. Je sais que tu ne le sais pas encore. Mais sans ce que ça fait, cette frustration. Vibratoirement, tactilement, sensoriellement. Embrasse pleinement cette frustration et sens ce que ça fait que de t'accorder complètement avec la frustration, faire l'unité avec, sensoriellement, sans les mots, sans pensée, sans comparaison, sans ce que ça fait. Poitrine, cœur, sternum, plexus, gorge, mâchoire, sans ce que ça fait que de faire complètement l'unité avec la frustration. La frustration, c'est ta porte. Ça, c'est ce qui est vrai. Pas la demande, je voudrais qu'elle parte, non. Elle est là. Donc tu sens ce que ça fait, tu coïncides complètement avec, tactilement, vibratoirement, sensoriellement. Il n'y a rien d'autre à faire. La chose la plus spirituelle que tu puisses faire au monde, c'est d'entrer. Évidemment, profondément, il n'y a pas de séparation. Mais puisque tu le crois, je t'invite à faire l'unité avec. Et de sentir que cette frustration se déploie dans toutes les dimensions. Et dis-moi quand tu as fait pleinement l'unité, tactilement, sensoriellement, avec la frustration. Et faire l'unité avec quelque chose, c'est réaliser que toi et ceux dont tu fais l'expérience, la frustration, vous êtes en réalité faits de la même substance, de la même présence, du même soi, du même amour, qu'importe les mots. Donc à un moment donné, tu ouvres tellement ton cœur vers cette expérience de frustration que les contours même de ton corps s'effacent. Et c'est l'espace qui embrasse complètement cette frustration, qui révèle sa nature d'espace. Ouais. Sens. Qu'est-ce qui est présent maintenant, Florence? J'ai retrouvé cette sensation de disparition, de sans limite. Sans la poire. Sans la pêche. Sans la pêche, pardon. T'as retrouvé la pêche. T'es une bonne poire alors. C'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est trop simple. Ça fait 22 ans, 25 ans que j'ai commencé à vivre ça. Avec Frédéric Moreau, ostéopathe à Aix-en-Provence. Si vous passez par là et que vous avez envie d'une belle séance d'ostéopathie, n'hésitez pas. Ça fait 25 ans qu'il m'a montré ça. Et j'ai mis, je ne sais pas combien d'années à le faire systématiquement. C'est marrant, hein? Mais c'est tout ce qu'il y a à faire. Et c'est pas quelque chose que vous puissiez faire, c'est juste se détendre, en fait, dedans. C'est se détendre dans ce qui est déjà là. La frustration.
Pas de pensée, pas d'histoire, pas de scénario, pas et si je, et peut-être que, et... Non, non, non. Sensoriellement, tactilement, vibratoirement. S'accorder, c'est faire de la musique. Il y a une note, ou 3 notes par exemple. La frustration c'est 3 notes, et vous c'est 3 notes, mais vous faites un accord. Voilà. Vous faites un accord, c'est un accord de musique. Et à un moment donné, vous retrouvez ce que l'on retrouve à chaque écoute de musique, quelle que soit la musique, quel que soit le son. On est ramené au silence, dont la musique avait émergé. C'est des good news, non? Et c'est simple. Il faut juste avoir le courage, tu vois. Ma fonction ici, c'était simplement d'insister un peu. Pour que tu y ailles. Toujours sentir. Premier réflexe, sentir. Un jour, j'étais dans une calanque. J'aimais bien, tout jeune, sauter de 10 mètres de haut. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait ça, ou plus haut. Et enfant, j'y allais assez facilement. Hein. Et puis, avec l'âge adulte venant, je commençais à avoir peur à 10-12 mètres. Et il y a, je crois, une dizaine d'années, je me suis retrouvé devant... J'étais avec des amis, là, et puis je suis allé pour sauter. Donc je me pose, et j'ai senti une peur physique, mais terrifiante, quoi. Genre les jambes qui flageolaient, enfin tout le corps. C'est assez impressionnant quand même, 12 mètres de haut, plus les deux. Enfin, bon. Et j'ai attendu, je me suis dit ok, c'est une belle occasion. Je vais sentir d'abord, puis on verra si je saute ou pas, qu'importe finalement. Ce qui est important, c'est de sentir. Voilà. Qu'importe l'aumône que je vais recevoir, le repas, ce que je vais faire, c'est ouvrir la caisse. Donc, j'ai commencé à sentir. Et mes amis étaient là, ils me tannaient, ils me disaient, alors tu sautes, tu y vas ou pas? Allez, allez, allez. Ils rigolaient, tout ça. Et moi, je vais d'abord sentir. Et ça a duré 10 minutes. Et à un moment donné, il y a eu un calme, un grand calme. Et à ce moment-là, j'aurais pu aussi bien partir. Bon, le corps a sauté. Mais voilà, c'est ça l'invitation. C'est une invitation. Vous voyez ? Sentir le vertige, sentir la tristesse, sentir l'irritation. Et on n'est tellement pas habitué à faire ça, on est tellement habitué à penser la vie plutôt que sentir la vie, qu'on a des réflexes installés. On justifie, on condamne, on conclut, on espère, on désespère, on explique, on généralise, on se met dans des catégories. Oui, moi je suis comme ça, les autres sont comme ça, et moi j'aurais pu, et j'aurais dû, et peut-être que je ferais. Que des scénarios, tout ça. C'est une habitude. On a été éduqués comme ça. Tout autour de nous semble promouvoir cette façon de fonctionner. C'est même valorisé comme un signe d'intelligence. Mais la véritable intelligence, je vous le dis, vraiment, c'est de sentir. Et j'ai fait une grande boucle avant de le réaliser, même en l'ayant goûté, comme toi, avec la pêche. Hein. Alors, merci à toi, Florence, d'avoir goûté si onctueusement à la pêche. Alors, s'il y en a d'autres qui ont envie de goûter à la pêche, vous êtes invités à... Voilà, ou simplement partager. Sinon, nous pouvons simplement sentir ce qu'est là, faire l'unité, comme Florence vient de le faire avec chaque pensée. Une pensée, je sens la pensée. Parce que même une pensée, c'est comme une pêche. Elle a un goût. Chaque mémoire, chaque forme venant du mental a un goût.
Il s'agit de le goûter pleinement. Chaque sensation, des tiraillements dans la nuque, des sensations dans les épaules, mais surtout sans commentaire, hein, sans histoire, juste sentir. Ça, c'est la clé, la plus directe, vers vous-même. Si quelqu'un veut participer, poser une question ou mener une investigation, c'est le satsang, nous le menons ensemble. Vous voyez, sentir, en fait, ça veut dire être. C'est reconnaître l'être de toute perception, de toute chose, toute pensée, toute émotion, toute sensation, toute vibration sonore, visuelle, olfactive, gustative, sensorielle, mentale. Tout est vibration. On pourrait dire que toute perception est vibration. Et sentir, donc, c'est sentir que vous êtes la sensation, vous êtes la vibration. C'est une reconnaissance directe. Et ça vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Ça vous emplit d'amour, de joie, de plénitude. Et donc, quelle que soit la situation dans le monde, votre situation de santé, votre situation de couple, de famille, professionnelle ou autre, il n'y a rien qui puisse fondamentalement vous empêcher de sentir. Et comme quoi que ce soit que vous sentiez vous ramène à la plénitude de votre être, de l'être-té que vous n'avez jamais cessé d'être, voilà. Tout est voix, tout est porte. Et pourquoi ça marche? Parce que vous êtes déjà ça. Si le plomb se transforme en or au travers de l'investigation, du jeu de révélation que nous faisons, c'est évidemment que le plomb était déjà de l'or. La souffrance, c'était de l'amour qui se cherchait. L'irritation, c'est de l'amour qui se cherche. La contraction, c'est de l'amour qui se cherche. La douleur physique, c'est de l'amour qui se cherche. Alors, je ne dis pas que sentir une douleur physique, faire l'unité avec, suffira à la faire disparaître. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais par contre, ça enlèvera
toutes les résistances que vous avez à propos de cette douleur, les résistances psychologiques. Et si la douleur est liée à 100% à la résistance psychologique, ce qui arrive, la douleur part, je l'ai vu des centaines de fois. Évidemment que si 0% de la douleur est liée à une résistance psychologique, vous serez d'une certaine façon en paix profondément avec la douleur, même si elle est térébrante et qu'elle n'a pas, elle n'a pas changé. Il faut explorer. C'est une invitation vraiment à l'exploration sensorielle, tactile. Et plus vous allez sentir le corps, paradoxalement encore une fois, moins vous allez sentir le corps à la fin. C'est-à-dire que le corps, au départ, quand vous le sentez, c'est un corps d'organes, de muscles, d'os, de représentation, de mémoire. Le corps, c'est des réactions, c'est des peurs, c'est des désirs, c'est des couches de mémoire. Voilà. C'est pour ça que ça s'endolorit avec l'âge. Mais ce n'est pas une obligation. Quand vous commencez à faire l'unité avec les différentes couches du corps, et on passe beaucoup de temps à faire ça dans le stage de 9 jours, à faire ce genre de pratique. Il faut passer du temps, bien sûr. Faire l'unité avec les pensées, avec le corps, avec tout. Donc quand on passe beaucoup de temps à faire l'unité sensoriellement, tactilement, vibratoirement, avec toutes ces couches d'oignons, toutes ces couches de représentation, toutes ces impressions du corps, à un moment donné, les impressions et vous révèlent qu'elles sont faites de la même nature et l'impression de distance et de contour s'effondre. Il ne reste que l'espace, disparition, paf. Le soi est révélé. Encore faut-il reconnaître que c'est cela que vous êtes. Mais à force de sentir et de revenir au centre pour voir qu'il n'y a pas de centre, il y a des couches d'oignons mais il n'y a pas de centre. Donc, vous faites l'unité une à une avec toutes les impressions, les représentations du corps. Et après, on passe d'un corps d'organes, de défense, de moi-je, un corps sérieux, contracté, à un corps de vibration. Et au final, on se retrouve avec un corps d'espace. Vous ne pouvez plus sentir la différence entre le corps et l'environnement. L'environnement devient votre corps. Et là, vous commencez à sentir l'autre. Sentir vraiment. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé pour moi en 98, quand la porte s'est ouverte complètement pendant 1 an et que j'ai commencé à mener une activité de guérisseur. Je pouvais sentir ce que les gens sentaient. Je sentais tout dans l'environnement. Je pense que à beaucoup d'entre vous, c'est arrivé. C'est juste qu'il n'y a plus de séparation. Et donc on ressent de plus en plus l'environnement. Peut-être qu'il y a des choses de temps en temps qu'on n'a pas envie de sentir. Alors, plus on devient sensible, on s'en rend compte. Ah tiens, j'ai rencontré une limite. Cette limite est là pour que je me ressente encore plus moi-même. Voilà. Et à force de mener cette investigation sensorielle, directement, de prendre un goût à ça, quand quelque chose apparaît, et dont il vous semble qu'il est difficile de faire l'unité avec, de prime abord, au lieu de vous réfugier dans la pensée et de justifier cette impossibilité, de vous raconter des histoires, non, vous n'allez pas par là, parce que vous savez que c'est... Vous n'allez pas continuer à vous mentir à vous-même. Non, parce que... Donc vous y allez, mais vous n'avez pas envie. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Ok. Vous faites l'unité avec le fait que vous n'avez pas envie. Voilà. Donc, vous pouvez toujours sentir. Il y a des gens parfois qui viennent me voir en séance qui disent « mais moi je sens rien ». D'accord? Je leur dis « mais ok, sens ce que ça fait de rien sentir ». Voilà. On peut toujours commencer quelque part. En général, on commence par ce qui est là, et ce qui est souvent là, c'est le manque, la sensation de manque. C'est la demande. Bien sûr, j'ai dit au départ, plus on demande, moins on reçoit.
Mais il faut le reconnaître, c'est pas genre une injonction morale, ouh là là, toi tu as demandé, là non, non, c'est pas bien. Là, ok, je me vois en train de demander. Je vois le mécanisme et je fais l'unité avec. Je sens ce que ça fait que de quémander de l'amour à ma partenaire, qui ne peut pas me le donner, soit parce qu'elle pense à son amant, ou parce que voilà, elle est dans une période où voilà, elle a ces petits problèmes physiques ou psychologiques, et c'est comme ça. Et je sens ce que ça fait que de demander, que de quémander, être un mendiant de l'amour, je sens. Et si j'ai l'honnêteté et l'audace de le faire, à nouveau je retrouve l'amour que je n'avais jamais cessé d'être. J'avais juste cru à un moment donné qu'il me manquait quelque chose. J'ai demandé à l'autre de remplir mon propre tonneau des Danaïdes. Vous connaissez cette histoire, les Danaïdes, ce tonneau percé. Les Danaïdes, ce sont 50 femmes, filles d'un notable grec. Et il a une haine terrible contre un homme qui a 50 fils, et il demande à ses 50 filles d'épouser les 50 garçons. Comme elles sont très belles, ils acceptent, et de les égorger la nuit de noces. Vous avez des sympathiques histoires, les mythes grecs. Elles sont toutes condamnées à verser de l'eau dans un tonneau percé. Et c'est ça que nous faisons à chaque fois que nous demandons. Nous sommes en train de verser de l'eau, vouloir remplir le seau d'eau, notre être qui est percé en fait. Et le trou, c'est quoi? Le trou, c'est la croyance que je suis quelqu'un, que je suis séparé. Donc ce qu'on fait quand on voit ça, il arrive un moment donné où on a la maturité de regarder quand je demande. Quand je demande, ok, je sens ce que ça fait de demander. Ensuite, une fois que vous êtes revenu à l'amour, ensuite trouverez les ressources pour faire une demande éventuellement, qui n'est pas une demande, mais qui est le dialogue au sein du couple, au sein de l'entreprise, ou avec vos amis, avec la famille. Vous trouverez les ressources pour dialoguer ou pas, faire silence ou partir. Oui. Alors je vois qu'il y a beaucoup de méditants, mais il y a peu de joueurs. Je suppose donc que vous êtes tous en parfaite... vous êtes tous en train de réaliser votre vraie nature. Parce que s'il n'y a pas de demande, c'est que votre vraie nature est présente et réalisée dans l'instant. Alors je ne force personne, mais quand même je me fais un peu l'avocat du diable. J'aime bien ça. Il paraît que le diable est un ange caché. Tout irait très bien si seulement. Est-ce qu'il y a des joueurs ici? Ou alors nous restons en silence et c'est très bien. Bonsoir. Ah, une joueuse. Alors, qui oui, est chose. Sylvie, ici. Sylvie Cardaliaquet? Oui, très simple. Bravo. Non, parce que je cherche... Oui, d'accord, ok. Alors, tu es où? Je te vois. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Dan. Que dire après tout ça? Je m'y retrouvais, ça me parlait beaucoup. Je voulais comprendre, j'ai un peu de mal avec l'espèce de pression que j'ai, qui m'arrive de temps en temps. Mm-hmm. Et je dirais que ça dure depuis des années. Au niveau du plexus solaire. Par moment, il y a une pression, parfois elle est telle que la douleur est vraiment
profonde, enfin très dense et aiguë par moments. Et Est-ce qu'elle est là maintenant? c'est pas fréquent et c'est très aléatoire, mais D'accord. c'est là depuis des années. Et là, lorsque tu l'évoques, est-ce qu'elle est là d'une façon ou d'une autre? Non, pas du tout. Au contraire, là, j'y suis. Non. D'accord. Je vais te poser la question. Je vais te poser autrement la question. Tout irait très bien si seulement. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Qu'est-ce que tu cherches? Et voilà. Parce que si vous êtes là, à part, on peut être là aussi en amitié et ne rien chercher. Mais en général, c'est qu'il y a un brin de recherche quelque part, sous une forme ou sous une autre. Oui, en fait, Qu'est-ce que tu aimerais voir se réaliser dans ta vie? Qu'est-ce qui semble te manquer? Je dis semble, hein, mais quand même partons de là, soyons honnêtes, partons de la perspective qui est la nôtre. en fait, être capable d'être en équanimité avec l'autre, Ouais. c'est-à-dire, j'aimerais cesser de me sentir inférieure. Ouais. Je me situe souvent comme quelqu'un d'inférieur à l'autre. Et je vois Ce mécanisme. Oui, je le vois. Mmh. Et je veux pas être au-dessus, mais je veux pas non plus être en dessous. Cela cesse. D'accord. Parce que lorsque je me vois vaniteuse ou prétentieuse, je vois ça et ça cesse rapidement. Mais le fait d'être inférieur, je trouve que c'est ce qui aurait tendance à persister. Et, D'accord. voilà. Qui fait sa part en majorité, quoi. Récemment, tu as ressenti ce sentiment? Est-ce qu'il y a un exemple précis qui te vient? Quelqu'un t'a fait une remarque ou quelque chose qui a fait monter quelque chose en toi de cet ordre-là? Oui, c'est mon fils. J'ai un fils qui a 19 ans bon, la relation est... il est assez serpent, je dirais. Je ne sais pas si tu peux... Je ne sais pas trop ce que tu veux dire par là, en fait, serpent. Quand il dit quelque chose, il ne met aucune forme. Ah oui. Il n'est pas délicat, il est indélicat. Pas du tout, très incisif, très autoritaire et permet pas la discussion. Il prend tout de suite le dessus, il domine et je sais pas d'où ça lui vient, comme s'il avait été profondément blessé de quelque chose. Mais je ne pense pas que ce soit contre moi. Je ne passe pas contre moi. Non, c'est une défense. Ça me fait mal pour vous. Voilà, quand quelqu'un agit comme ça, c'est qu'il a une demande. C'est qu'il a une demande c'est qu'il y a quelque chose qui lui fait très peur. Et il demande de ne pas répondre. Parce que si tu répondais à certaines choses, il serait obligé de se confronter à sa peur. Oui, il est dans l'évitement. Ouais. Oui. Et en même temps, toi aussi, quand il parle ainsi, il y a bien sûr, tu te sens dévalorisé ou pas respecté. Oui, ça m'est arrivé, oui. Oui, bien sûr. Alors, sans ce que ça fait, donc si tout irait très bien si seulement j'avais des bons rapports avec mon fils ou si j'arrivais quoi à faire non, pas avec lui en fait, que je me débarrasse de cela. Que je me sente pas dévalorisé, d'accord? Oui, tout simplement. Ok. Alors, ok. Voilà. Alors, tu vois, on va retourner cette phrase. Sans ce que ça fait, que de tout ton cœur, tu veux ne pas te sentir dévalorisé ou inférieur dans la relation, mais que tu ne peux pas.
comme ça. Chaque fois que quelqu'un te parle d'une façon autoritaire, il y a une émotion qui surgit, une impression de ne rien valoir. Sans ce que ça fait tactilement, sensoriellement. Sans la pensée. Juste autorise-toi à faire complètement l'unité avec cette impression d'être inférieur, de vouloir ne plus sentir ça et de ne pas pouvoir sortir de ce cercle vicieux. Sans ce que ça fait qu'on doit vivre toute sa vie comme ça, comme Sisyphe. Toujours voir la même pierre tomber. Le même sentiment de non-reconnaissance, de se sentir inférieur. Parce qu'au fond, derrière ça, il y a la demande d'approbation. Tu en as bien conscience. Tu ne te sens pas approuvé, aimé, sans ce que ça fait. Quand on ne se sent pas aimé, que ce soit par son propre fils ou par le patron ou un ami, sans ce que ça fait. Tactilement, vibratoirement, sensoriellement, fait complètement l'unité avec, coïncide, tactilement. Tu es une vague qui rencontre la frustration, qui est une autre vague. Et lorsque les deux vagues se rencontrent, s'épousent, s'embrassent, l'impression de séparation s'efface, laissant place à la révélation qu'elles sont toutes de fait de la même eau. C'est l'eau qui se révèle à travers cette rencontre avec le sentiment d'infériorité ou d'indignité. Donc tu fais l'unité sensoriellement, tactilement, complètement. Non, moi j'ai vraiment ces potes, c'est Qu'est-ce qui reste? Ah. Qu'est-ce qui reste, Sylvie, maintenant? Qu'est-ce qui est là, présent? Déjà, c'est vrai que j'ai plus cette douleur déjà au niveau du plexus. Qu'est-ce qui est là maintenant? Il n'y a plus de douleur, mais j'entends un mais. Il faut repérer les mais. Le but du satsang, c'est de repérer les mais et de vous amener à reconnaître que le mais est une expression de votre vraie nature. Faire l'unité avec le mais. C'est quoi le mais qui est là? Je te repose la question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tout irait très bien si seulement. Tout irait... Libre, tout simplement. Si j'étais libre... ouais. De quoi? Libre. Ouais, mais j'ai compris. J'ai pas tellement de demande. Ah bah, c'est une grande demande, ça. C'est essentiel. Ah, c'est extraordinaire. Oui, mais en fait... J'ai pas de grande demande. Là, c'est pas beaucoup de demandes, c'est l'essentiel. Je veux juste réaliser ma vraie nature. Oui. Voilà. Alors, excellent. Sens que de tout ton cœur, tu veux être libre, mais que tu ne peux pas.
que c'est pas pour toi. C'est pas là. C'est comme ça. C'est pas là. Si tu veux l'être, c'est que c'est pas là. Et tu dois le reconnaître. Là. À la verticale. Je sais, c'est vertigineux, peut-être, mais sans ce que ça fait que tu veux être libre et que tu ne peux pas. Tactilement, sensoriellement, vibratoirement. Et détends-toi dans cette frustration, dans cette impuissance. Comme si tu entrais dans un bain chaud du nom de frustration. Ne pas pouvoir être libre. Et tu goûtes complètement, tu savoures cette expérience de ne pas pouvoir être libre. Sans ce que ça fait tactilement, le visage, les dents, les lèvres, la mâchoire, le front, les tempes, le cuir chevelu, la nuque, vibration, sensation, les épaules, les trapèzes, les omoplates, la colonne vertébrale, le dos, sensoriellement, tactilement, la poitrine, la gorge, le cœur, tactilement, vibratoirement, le plexus solaire, tactilement. Tout ça, ce sont que des sensations, des impressions. Et tu fais l'unité avec le ventre, le bas-ventre, périnée, coccyx, sacrum, les fesses, les hanches, les cuisses, les genoux, mollets, tibias, chevilles, talons, la plante des pieds, le dessus des pieds, les épaules, les aisselles, les biceps, triceps, coudes, avant-bras, poignets, les mains. Tout le corps n'est que vibration, sensation. Et tu fais l'unité avec cette expérience maintenant. Complètement. Tu te détends dans ce qui est là. Tu goûtes, tu savoures. Et vraiment, ça, la sagesse, c'est de goûter. Le sage, c'est celui qui goûte tout. Il apprécie, pas dans le sens de aimer, bien aimer, mais apprécier. Tu fermes les yeux, je ne sais pas si tu as jamais amusé avec ça avec un ami ou un amant, tu fermes les yeux, tu tends la langue et il met sur ta langue un aliment dont tu n'as jamais goûté la texture, tu vois. Et la texture, c'est la réponse sans ce que ça fait que de vouloir être libre et de ne pas pouvoir l'être. Et c'est ça que tu goûtes là. C'est peut-être amer, acidulé, sucré, salé, poivré, épicé, densité molle ou dure ou lisse, ou c'est un coulis. On entre dans le monde de l'indicible, des sensations. Il n'y a pas d'étiquette dans ce monde-ci. Il n'y a pas de jugement. On apprécie. Et c'est infini. Et c'est parce que vous goûtez que l'infini se révèle. Qu'est-ce qui est présent maintenant pour toi, Sylvie? Qu'est-ce qui est présent? Il y a quelque chose qui résiste. Très bien. Et la douleur est toujours là, et la pression est toujours là. Très bien, merci.
Merci à la douleur de réapparaître parce qu'il y avait une part de toi que je n'avais pas écoutée, que je n'avais pas sentie, que je n'avais pas embrassée. Quand quelque chose apparaît, c'est un aspect que vous n'avez pas embrassé. Vous croyez l'avoir embrassé, mais non, c'était un autre aspect. Donc, délimite cette zone, d'accord, de douleur. Et dis-moi ok quand tu l'as délimitée. Parce que toute douleur apparaît en tant que forme limitée dans un espace, quel qu'il soit, que ce soit un espace physique ou un espace mental. Donc délimite à peu près, grosso modo, cette zone. Dis-moi quand tu as pris conscience de ces limites, les limites qu'occupe la douleur. Elle ne s'exprime pas dans le gros orteil. Non, elle est toujours... Ah, voilà, c'est pour ça. Je plaisante, mais... C'est terrible. Oui, c'est un endroit, tu comprends? Donc tu localises. Est-ce que tu l'as localisé maintenant, en 3D? Ok, maintenant, sens ce que ça fait que d'être ça. D'habitude, tu te prends pour Sylvie. Maintenant, prends-toi pour la zone qu'occupe la douleur. Fais l'unité avec. C'est ça le secret. Hein? Tu es Alice au pays des merveilles et tu prends la pilule pour devenir toute petite et tu entres en osmose avec la douleur. Et tu sens ce que ça fait que d'être elle. Voilà la forme que tu prends dans l'instant. Tu n'es pas Alice au pays des merveilles, tu es le sans forme qui prend, mais elle est beaucoup plus magicienne encore, sans forme, hein, qui prend la forme, qui s'identifie à la douleur, sans ce que ça fait que d'être le refus, la douleur. Elle vient du refus, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Sans « je suis le refus », tu penses cette phrase, sans ce que ça fait que d'être le refus. Je suis le refus. Je suis le refus. Et tu sens ce que ça fait que de coïncider vibratoirement, sensoriellement avec le refus. C'est ok de sentir le refus. Je suis le refus. Je suis le refus. Et tu sens ce que ça fait. Je suis le refus. Je suis le refus. Et tu sens ce que ça fait que d'être ça. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de jugement, il y a juste être le refus. Voilà. Complètement. Tu te détends dans le refus. C'est ok. Voilà. C'est l'expérience que tu es en train de faire. Et donc, moi je t'invite à faire l'expérience que tu es déjà en train de faire. Juste ça. Rien d'autre. Ça, c'est la vie efficiente, la vie spirituelle. C'est être avec ce qu'elle a. Tu sens ce que ça fait d'être le refus, complètement? Je suis avec la douleur. Là. Ok. Voilà, tu es avec la douleur. Sois avec la douleur, mais sans penser, d'accord? Là est le secret. Parfois, il faut faire plusieurs allers-retours. Il y a toutes sortes de techniques pour se rapprocher de la douleur au niveau sensoriel. Parce que souvent, on dit qu'on ressent, mais en fait, on produit des pensées. Donc, on sent un peu, on fait une résistance. On ne peut pas sentir une résistance. Donc, il y a toutes des techniques pour approcher tout ça. C'est ce que je partage en séance individuelle. Parfois, il faut prendre le temps. C'est comme une stratégie militaire. Hein. Les grands, quand vous... Je ne suis pas spécialiste, mais c'est assez fascinant. Quand vous regardez les grandes batailles, ben, ils n'ont pas foncé l'un sur l'autre. Hein. Il y a eu des stratégies. Hein. On abat les ailes, on fait venir la cavalerie. Voilà. Donc, il y a tout... écouter les émotions, tout ça, c'est un art. Un art de faire qui s'apprend. Il y a l'art du changement d'attention. Mais essentiellement, ce que je voulais vous partager ce soir,
c'est le fait de faire l'unité avec ce qui est là. Alors si la résistance, ça c'est la douleur, la résistance arrive, alors je fais l'unité avec ça. Une autre résistance arrive, ok, je fais l'unité avec ça. Toujours faire l'unité avec ce qui est là. Parce que si là, il y a la douleur, là, mais là, je ne veux pas sentir la douleur. Et vous continuez à vouloir sentir la douleur, là, la main qui bouge. Ça ne va pas, puisque ce qui est là, c'est la résistance. Donc, toujours sentir ce qui vient en dernier. C'est tout. Au bout d'un moment, le mental s'arrête. Et plus le mental s'arrête, plus vous entrez dans le monde du senti. C'est un monde mystérieux, sans les mots, sans les pensées. Et vous finissez par faire l'unité et révéler la présence. C'est inéluctable. Parfois, pour certaines zones, il faut explorer. C'est pour ça que je propose une thérapie non duelle, que je propose des stages. Et c'est pour ça que dans mes stages, j'ai une préférence pour, enfin, en tout cas les stages de 9 jours, entre 4 et 8 personnes, pour que nous puissions justement accompagner ce genre de résistance. Et c'est vrai que quand l'attention est attirée très fortement vers des zones du corps, des douleurs, il y a une grande identification. Et c'est très difficile à ce moment-là de réaliser, que je suis l'espace. Et vous vous souvenez, là, en ce moment, je pointe le doigt vers ici. Mais le doigt, parfois, il ne veut pas aller vers là, il va aller vers là, vers là, vers là. Et en fait, il est dirigé vers la douleur qui est dans le corps. Donc ça sert à rien. Parfois, on peut revenir à la source directement. Revenir à la source, bien sûr. Mais pour ceux pour qui c'est pas évident, il se peut que ça ne serve à rien de juste revenir à la source. Parce que parfois, il y a quelque chose qui ne veut pas. Donc, ça ne sert à rien de forcer. Et parfois, on peut passer à travers, mais parfois, on ne peut pas. Pourquoi ? Parce que l'attention est fixée sur une partie du corps. Voilà. Et j'ai l'impression, qu'importe, de me mentir à moi-même si je ne vais pas écouter ça. C'est comme ça que ça se joue. Mais on peut rencontrer cet espace ouvert en rencontrant ce qui est plein. C'est-à-dire par exemple la douleur ou la tristesse. Dans les deux cas, on va révéler l'espace. Parce que quand je tourne l'attention vers ma tête, vers les deux petits yeux qui semblent regarder, vers Dan, vers la personne, eh bien, je vois comme vous, en cet instant, qu'il n'y a personne. Il y a juste un grand espace ouvert. Mais je dois faire l'investigation, je dois ramener l'attention à sa source. Je dois donc ramener toutes les pensées dans la première des pensées, vers la pensée « je ». Et du coup, apparaît le silence que je n'avais jamais cessé d'être. De la même façon, si ça, c'est l'objet, la douleur, si je l'investigue complètement, je l'embrasse, magie, paf. Tous les objets, toutes les perceptions révèlent leur vacuité. Et que ce soit l'apparent sujet qui révèle sa vacuité, ou l'apparent objet qui révèle sa vacuité, dans les deux cas, si l'un tombe, la dualité tombe. Vous voyez, la dualité. Sujet-objet. Le sujet tombe, la dualité tombe. Sujet-objet. L'objet tombe, le sujet reste tout seul, donc il est le tout. Donc vous pouvez investiguer soit l'apparent sujet, l'apparent objet. Voilà l'invitation. Et voilà, mes amis, à moins qu'il y ait une dernière question.
la phrase de départ, si je me souviens bien, c'était plus vous demandez, moins vous recevez. Ce n'est pas une injonction, c'est une invitation à reconnaître le fonctionnement, qui est le fonctionnement, disons, de l'ego. Il n'y a pas d'entité égotique, mais comment est-ce que ce qu'on appelle l'ego, le sentiment de séparation se manifeste? Il se manifeste par une sorte d'incapacité à rester là avec ce qui est là. Un ami m'a dit qu'au dernier satsang, il avait ressenti un grand profond ennui et qu'il s'était arrêté au bout d'une heure. Ça peut arriver. Mais je l'ai invité aussi. Peut-être que j'étais particulièrement mauvais ce jour-là et redondant, comme il m'a dit que je l'étais. Et oui, ça arrive aussi. Je m'en excuse si c'était le cas. Mais l'invitation que je lui ai faite, c'était, bien sûr, quitte la réunion, mais avec suggérer de ressentir l'ennui, de faire l'unité avec. Que ce soit l'ennui, la tristesse, la peur, la colère. Vous seriez surpris vraiment de voir ce que l'on découvre lorsque l'on commence à sentir. Parce que tout d'un coup, toutes les couches de protection, d'affirmation, toutes les couches égotiques remontent. C'est pour ça que c'est si important cette invitation à détecter, à observer notre fonctionnement. C'est la base en fait. Et comme le disait à juste titre Sylvie tout à l'heure, quand elle disait quand je vois mon orgueil, mon arrogance, ça se libère, bien sûr. Moi aussi, quand je vois mon arrogance, c'est l'humilité qui se révèle. Un espace d'humilité. Une humilité sans personne de humble, parce que si on pense être humble par le fait de regarder sa propre arrogance, alors on devient spirituellement arrogant. Donc c'est toujours l'espace dans lequel tout ça apparaît et qui se révèle encore et encore, un espace absolument impersonnel et atemporel, notre vraie nature. Voilà, à moins que quelqu'un veuille rajouter quelque chose ou enlever quelque chose, participer. Alors, quelqu'un me dit quelque chose, peut-être par écrit, parce qu'elle ne voit pas la porte bleue. Il faut que j'arrive à lire la question. Marilène, elle dit... Ah, c'est de Marilène à moi, d'accord, bon, c'est privé. Bon, je vois que vous avez... Il y a des jeux d'humour, c'est bien. C'est bien. L'humour avec un grand A, ça fait du bien. Je regardais les conversations qui avaient lieu en catimini pendant que... Voilà. Bon, mes amis, je vous remercie pour votre présence qui est là. Je voudrais juste vous signaler, puisque j'ai parlé dans quelques-unes de mes dernières rencontres Zoom de Catherine Harding, une grande amie que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc, voilà,
décédé dimanche après une assez longue maladie, cancer. Et je l'ai rencontrée il y a 2 semaines dans le sud de la France, où elle était venue pour finir ses jours, lorsqu'elle s'avait atteinte de cette maladie. Elle était entourée de ses filles avec plein d'amour. C'est une femme qui donc a partagé la vision sans tête avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'amour, et qui m'a beaucoup inspiré. Catherine, c'était la femme de Douglas Harding pendant les 20 dernières années de Douglas, jusqu'en 2007. Et elle a à la fois servi de traductrice et aussi participé elle-même, puisqu'elle avait réalisé Sa vraie nature. Elle était extrêmement lumineuse. Voilà, donc une lumineuse a rejoint la lumière, voilà, comme la goutte d'eau rejoint l'océan. Voilà, je voulais juste vous le dire, puisque j'avais parlé d'elle, et voilà, quelqu'un qui a partagé avec beaucoup de joie. Elle avait vraiment un regard lumineux, et on sentait qu'elle vivait cette présence. Voilà. Le corps est mortel, mais la lumière ne naît pas et ne meurt pas. Alors je vous souhaite à tous une belle fin de soirée, et voilà, de goûter, continuer à goûter ce qui vient, les petites choses, les petits sons, les petits inconforts, le confort, la joie, la tristesse. Essayez de voir à quel point vous pouvez goûter des petites choses sans interférer avec la mémoire, et vous serez surpris. Il y a vraiment tout ce que vous désirez au travers de ce fil d'Ariane-là, du ressenti. Voilà, je ne sais pas comment vous êtes en sourdine, mais je vous embrasse de tout cœur, et une prochaine fois vous serez... Ah ben voilà, si vous ouvrez les micros, je vous entends. Voilà. Merci Dan. Merci Dan. Merci à tous. C'est vraiment chouette de partager. Merci infiniment. Allez, je vous dis à maintenant. À bientôt. Merci. À maintenant. Merci. Au revoir à les autres. Merci à toutes et à tous. Merci. Et bientôt, on va recommencer à Paris des satsangs aussi sur place, parce que ça fait du bien aussi de se retrouver voilà, sur place. Je vois Ridouane qui est pas loin d'être parisien, qui est parisien je crois, et puis peut-être plein d'entre vous, voilà, je le signalerai de toute façon. Mais là j'ai un stage de 9 jours qui se prépare, donc ce sera peut-être je pense pour le mois d'octobre. Je vous signale aussi que oui, en octobre, j'aurai une retraite, enfin le week-end, le 10 et le 11 près de Troyes, dans un magnifique gîte, le 10 et le 11 octobre, et le 31 octobre et le 1er novembre, a priori je serai pour partager, là, près de Carcassonne. Voilà. Donc, avis à ceux qui sont pas loin et qui ont envie de venir se joindre à nous. Allez, à bientôt.